Aujourd'hui, je reçois au podcast Monsieur Olivier Niquet, oui, le gêné de la soirée Être encore jeune. J'ai été à la soirée plus tôt cette année, donc j'ai eu la chance de rencontrer tous les gars et j'avais eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à l'émission. Même que Fred Savard était venu voir après ça mon spectacle Échapper le gâteau au Lion d'Or avec son fils. Et il avait dit un mot positif après ça, la semaine d'après à la soirée. Donc, merci à Fred de la bonne publicité. La raison pourquoi aussi je vous en parle, c'est que j'ai eu des courriels, on n'est pas dans les années 2000. J'ai eu des inbox, en fait, par rapport à mon spectacle, si j'allais faire des nouvelles dates. Le Lion d'Or avait été complet là, à l'automne. Donc oui, il va y avoir des nouvelles dates qui sortent. C'est pour ça que je vous en parle, pour vous tenir au courant. Une nouvelle date à Montréal au Lion d'Or qui va sortir au printemps. En fait, le show va être au printemps, mais les billets sortent bientôt. Donc ça va être en fin mai. Ça sort... suivez ma page Facebook. Dès que c'est confirmé puis que les billets sont en vente, je vais en parler. Et également, j'irai faire un tour à Québec au Théâtre Petit-Champlain à l'automne. Donc restez à l'affût sur ma page. Les billets sortent très bientôt. Puis je vais leur mentionner évidemment quand ils vont être en vente. Donc, en vente et pas en ventreux. Ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est ça, j'ai rencontré Olivier Niquet. Puis Olivier Niquet qui a sorti un livre qui ramasse les meilleures citations depuis, une dizaine d'années. Lui qui est anciennement du pornographe avec aussi Vautier. Et donc, je suis très content de l'avoir reçu parce que c'est peut-être celui qui parle le moins à la soirée, qui est le plus réservé. Donc, c'était cool d'avoir juste lui en tant qu'invité solo, donc de lui donner toute l'attention. Il est passé au podcast il y a quelques temps déjà. Et donc, voilà, en fait, je trouvais ça cool d'avoir un épisode avec lui. Et donc, pas seulement recevoir des joueurs, j'aime ça varier les invités, puis je trouve que c'était cool de recevoir un auteur qu'on ne reçoit pas souvent. Donc, j'en dis pas plus et je vous laisse écouter mon entretien avec Olivier Niquet. Sympathique, mais réservé Olivier Niquet. Avec David Bocage. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, c'est drôle en plus parce que, en fait, je savais que je te voyais ce matin, mais c'était pas prévu. Mais hier soir, j'ai un ami qui m'a dit viens me rejoindre. J'avais un show hier, puis il me dit viens me rejoindre. J'étais au Corona. Puis c'était la soirée qui enregistre au Corona, comme une fois par mois, c'est ça? Oui, une fois par mois, on fait ça là. Un petit pour se donner aussi une fin de semaine de vacances de temps en temps. Ah, c'est ça. Vos valeurs familiales vous rattrapent. Exactement. Oui. Hier, il y avait les Denis, puis il y avait comme... moi, j'étais arrivé, j'étais pas là au début, là, plus vers la fin du show, mais à la fin, c'était... le show a fini avec Fred Savard qui chantait, tout le monde chantait... c'est Noël. C'est Noël dans ma tête. Ouais. Et je vais t'avouer que j'avais plus de place sur mon cellulaire, mais t'as filmé avec les petites guirlandes et toute ton aisance. J'ai vu je me suis vu sur Instagram dans des stories, puis j'étais... bien impressionné de moi. J'étais comment c'était peut-être pas un personnage d'être gêné parce que juste à côté de toi, juste pour souligner le contraste, c'était la mairesse qui dansait, moi, comme si c'était dans le Boogie Wonder Band, les grosses mains, comme quand elle venait de gagner. Ouais. Puis toi qui est comme tic. Mais bref, c'était malade. Une bête de scène. Ouais, c'est ça, c'est les mots qu'on utilise généralement. Oui, donc c'est ça que je disais, c'est cool de te recevoir aujourd'hui parce que en fait, ça fait un peu changement d'un parcours de joueur de hockey typique, et contrairement aux gars, tu sais, qu'on pense de la Ligue américaine. Toi, c'est vraiment un autre truc, mais j'ai vraiment aimé fouiller dans ton passé, justement, t'as un site internet d'ailleurs qui est assez complet. C'est pas mal mon CV, là. Oui, exactement. Tu remontes pas jusqu'à cœur de fraise, tu l'as enlevé, c'est presque ça. Quand je t'ai booké, c'est drôle parce que tu m'as dit, t'es courageux de vouloir me parler aussi longtemps de ça. Je suis pas très jasant, c'est la réputation que j'ai, mais je m'améliore. Pour vrai, j'ai fait une entrevue d'une demi-heure l'autre fois avec 25 Stanley, puis une entrevue d'une heure dans le cadre du Salon du Livre. Fait que là, je suis capable de faire une heure. C'est littéralement ta plus longue entrevue à vie. Probablement. Wow. Ouais. Bon, je vais la couper en deux de bord. C'est malade. Donc, c'est vrai que t'es le personnage du gêné, c'est quand même vrai. Il y a quelque chose de... Je suis pas tant gêné, je suis plus introverti. Okay. C'est que j'ai de la misère souvent à formuler ma pensée. Ça me prend un petit peu de temps. Fait que souvent, le temps que j'ai une bonne réponse, il est rendu trop tard pour la dire. Fait que finalement, je parle pas. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est comme une répartie, mais... En retard. Ouais. J'ai souvent autant de réparties que les autres, mais juste comme une minute après, fait que personne ne l'entend jamais. Ah, c'est ça. Et Fred parle par-dessus toi. C'est ça. C'est ça. En plus, avec ces trois-là qui sont comme des champions de la répartie,
c'est difficile de tirer mon épingle du jeu, mais ça fait un peu un running gag dans l'émission. Puis ça fait différence. Ça fait différent. Toi, tu viens de quel endroit? Je viens du Saguenay. OK. Ouais. OK, toi aussi, dans le sens que... Jean-Philippe aussi. C'est ça. Mais c'est là où vous vous connaissiez de là-bas? Oui, nos parents étaient amis. Fait que on se connaît depuis la naissance, dans le fond. Nos parents se fréquentaient. Fait que on a des photos dans le bain quand on avait 3 mois là, ensemble. Puis, il y a des filles qui doivent envier que tu aies pris un bain avec Jean-Philippe. Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui, c'est ça. Mais ouais. Puis c'est ça. Moi, je suis parti quand j'avais à peu près 11 ans. OK. On est déménagé en banlieue de Montréal. Fait que on s'est un peu perdu de vue, Jean-Philippe et moi, mais j'aime dire quand même que je viens du Saguenay. Ça fait plus cool que de venir de Saint-Bruno de Montarville. Ah oui, c'est vrai. Ben, moi-même, que je viens de Montréal, puis souvent, je suis comme, ça me prend quelque chose de plus. Puis je suis comme, mon père vient de la Gaspésie. C'est ce que je veux dire, parce qu'il y a quelque chose d'un peu ennuyant à venir pas de Rosemont, mais en tout cas, bref. Mais Jean-Sébastien serait en total désaccord. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, tes parents, pour, j'imagine, la job, ont déménagé. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Ben, mon père, il est entrepreneur. Moi, j'ai pas mal d'une famille d'entrepreneurs. Puis, il y avait une usine au Saguenay qui a, je pense qu'il a vendu ses parts à son associé. Puis, il est venu travailler à l'entreprise de mon grand-père à Saint-Bruno, qui est un concessionnaire automobile. Fait que, il a pris comme la relève de ce garage-là. C'était comme un gros move à l'époque de partir du Saguenay puis ça venir dans Granville? Ben oui, mais on dirait que c'est comme vague dans mon esprit. Tu sais, j'avais 10-11 ans, puis je pense que je m'en sacrais un peu. Ouais, mais pour tes parents, ça devait être comme... Ouais. Non, mais ça doit être un gros choix, mais en même temps, toute la famille déjà était rendue ici presque. On était les derniers là-bas. Des deux côtés, du côté de ma mère et de mon père, tout le monde avait déjà quitté le Saguenay. Fait que... Pour ça, c'était moins pire. Ça facilitait les choses. Parce que c'est sûr que tu gagnes ta vie pas dire avec le hockey, mais indirectement à faire des blagues sur le hockey. Mais ton rapport avec le hockey dans l'enfance, c'était quoi? Ben moi, j'ai toujours joué au hockey dans le hockey mineur. Aussi dans la rue, beaucoup avec mon frère puis des amis, évidemment. Jean-Philippe Vautier, non? Non, lui, il a appris à patiner à 22 ans. Là, non. Okay. Puis, donc, ouais, c'est ça, j'ai toujours joué au hockey. J'ai arrêté, je pense que j'ai pas fait le atome. Je me souviens pas pourquoi, ça me tentait plus tout d'un coup. Puis, c'est sûrement ça qui a nuit à mes chances de faire la Ligue nationale. Là. Ta passion pour la littérature l'a emporté. C'est ça. Ouais, peut-être. Mais c'est ça, quand on est déménagé à Saint-Bruno, là, j'ai recommencé à jouer donc dans le Pee-Wee, puis j'ai repris goût au hockey. Mais t'es un fan. À la base. Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'à cause que des fois, je me demande toujours, quand on lit des trucs, que ce soit dans le métro, le pornographe ou des trucs, tu te dis, mais il est vraiment fan, mais on voit jamais ce que tu penses vraiment. Tu vois, sur les autres, t'es tout le temps derrière un... Ben, c'est ça, c'est comme une parodie de l'amateur là, qui est vraiment crinqué des fois, puis le Canadien, c'est la fin du monde, puis d'autres, le lendemain, c'est comme la pire marde. Là, fait que c'est un peu ça que j'essaie d'illustrer là-dedans. Là. Dans la vraie vie, t'es comment comme fan? T'es-tu un fan du Canadien? Oui. Tu suis l'équipe. Oui, depuis quelque temps, je regarde moins souvent des matchs au complet. Okay. Souvent, j'écoute avec mes enfants 1 ou 2 périodes, puis après ça, ma blonde, elle me force à écouter quelque chose sur Netflix. Mais quand j'ai des temps libres, puis j'écoute la radio, j'écoute toujours la radio de sport. Je lis des articles sur le Canadien, puis donc c'est... T'es un vrai geek de hockey. Oui, quand même. Est-ce que tu lis beaucoup des livres sur le hockey? Moins qu'avant. J'en ai lu dans le temps qu'on faisait l'émission Le Spornographe à la radio. Mais non, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu la biographie de Jacques Plante. Récemment? Non, pas récemment. Non. Ah ben, évidemment, mon livre de sport préféré, c'est Dans les coulisses de 110%. C'est un vrai livre, ça? Oui, okay. C'est magnifique. C'est qui a écrit ça? Daniel Poulain, je pense. Okay. Qui est un ancien journaliste sportif. Puis il participait des fois à 110%. Puis c'est ça. C'est la pire
couverture de livre au monde. C'est comme un genre de dessin de Far West, là, avec des cowboys, puis c'est comme si 110% c'était le Far West, ou je sais pas trop. Mais ça l'était d'une certaine manière. Ouais. Puis non, il y a plein d'anecdotes croustillantes là-dedans. Puis c'est sorti dans le temps que le Spornographe était à la radio. On était allé au lancement, Jean-Philippe puis moi. Ça avait été un beau moment de ma vie. Ça. C'est beaucoup de matériel qui vous donnait d'une shot, là. Ouais. Vraiment. Est-ce que le livre et déjà, son contenu est drôle de par son deuxième degré. Oui. OK, c'est ça. Ouais. Ben, c'est aussi intéressant de savoir comment les anecdotes, les chicanes entre les différents débatteurs, puis tout ça, de 110%, c'est assez comique. Là. Surtout que beaucoup de ton matériel de citation viennent de ce genre de... Oui, vraiment. Jean Perron, il en a sorti des bonnes là, à cette émission-là. Oui, c'était l'âge d'or, 110%. Ouais, c'est ça. L'âge d'or du Spornographe. Il y avait toutes les meilleures étaient là. C'était vraiment un timing quand tu y penses, parce que avec la télé, déjà, c'est plus ce que c'était à ce moment-là. Tu sais. C'est comme 110% des émissions comme ça, tout ça s'en va un peu avec parce que maintenant, tout se ramasse sur Internet. Ouais. Vous avez été quand même dans un bon timing pendant ces années-là. Puis, vraiment. Nous autres, on a profité des deux, du côté Internet, parce qu'on a commencé sur le web, puis on s'est bâti une communauté là-dessus, puis on est devenu populaire à cause du web, puis en même temps, on tirait encore profit des médias traditionnels. Absolument. Toi, tu viens... parce que, pour certains, avec la soirée, tout ça, t'es comme, OK, si tu es un humoriste, est-ce qu'il vient du hockey? Mais dans le fond, t'es ni l'un ni l'autre. Toi, ta formation est complètement autre. Moi, personne n'aurait pu jamais deviner que j'allais faire ça dans ma vie. Ouais, est-ce que toi, tu l'aurais deviné? Ben non. Aucune chance. Aucune chance. C'est même pas un rêve secret. Non. Mais c'est ça. Tu sais, comme moi, comme je disais, j'ai un petit peu de misère à formuler ma pensée, à m'exprimer. Comme un peu l'Internet qui a sauvé ma vie, parce que sur Internet, j'ai le temps de penser à des bonnes réponses, puis des bonnes chroniques, puis tout ça, à les écrire. J'ai le temps de le faire. Donc, c'est ça. Je suis parti de là, puis... j'aimais ça beaucoup écrire, puis c'est ça qui nous a donné l'idée de Jean-Philippe et moi aussi. Jean-Philippe aussi aimait beaucoup écrire. On avait, au début des années 2000, on avait tous les deux une job un peu poche dans un bureau, puis on finissait notre travail en 1 heure, puis le reste de la journée, on s'écrivait des emails, des jokes, des mini-chroniques, dans le fond, puis finalement, on s'est dit, on va les publier tant qu'à y être. Fait qu'on s'est fait un blog, puis... qui s'appelait Les Chroniques de l'Internouille, un très bon nom. Et là-dessus, on faisait des trucs... Ta grand-mère t'avait aidé pour trouver ça. C'est ça. Mais non, mais à l'époque, c'est comme un terme qui existait pour vrai, internouille. C'était comme quelqu'un qui connaissait pas l'Internet. Ah genre. Ouais? OK. En tout cas, ça sonne pas super bien. Puis vous aviez quel âge à ce moment-là? 20 ans à peu près. Vous aviez fini à l'université ou non? Vous étiez à l'université? Moi, je suis retourné à l'université après. Parce que toi, en fait, c'est ça, tes études sont dans un domaine complètement autre. Est-ce que j'ai bien lu urbanisme? Oui. J'ai commencé, en fait, à l'université en informatique, puis j'ai pas aimé ça, même si j'étais un tripeux d'informatique, mais la programmation, c'était pas mon genre. Puis après ça, j'ai arrêté, j'ai travaillé un petit peu, puis c'est là que Jean-Philippe et moi, on s'écrivait beaucoup. Mais après ça, je voulais retourner aux études, je savais pas trop en quoi, puis l'urbanisme, c'était vraiment quelque chose... un domaine qui touchait tous les domaines, dans le fond, tu sais, de la sociologie, des statistiques, du graphisme, tout ça. Fait que je me suis dit, je sais pas quoi faire, fait que je vais essayer tout ça en même temps. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que j'ai fait un bac et une maîtrise en urbanisme. Puis pendant ce temps-là, on alimentait le Spornographe sur le web. Puis maintenant, on a décidé de faire un podcast. Puis à un moment donné, on s'est ramassé à Radio-Canada comme 3 mois après que j'ai fini ma maîtrise. Là, fait que j'ai jamais eu le temps vraiment de travailler en urbanisme. C'est quoi exactement l'urbanisme? Pour ceux qui ont jamais... Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Tu sais, comme moi, je m'intéressais beaucoup à la participation citoyenne, comment encourager les gens à participer à... Ah oui, ta maîtrise, là, pour te sauver, mais ta maîtrise, la participation citoyenne au débat public sur l'aménagement urbain par l'entremise des blogs. Voilà. Fait que j'ai analysé pour ça un blog qui parlait d'urbanisme avec plein de gens qui discutaient des enjeux d'urbanisme de la ville de Québec. Puis puis je voulais voir qu'est-ce qui faisait que les gens participaient plus ou participaient moins, qu'est-ce qui les encourageait à participer plus. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma maîtrise. Mais l'urbanisme, ça peut être aussi du côté légal, les règlements municipaux, puis tout ça. Il y en a qui se spécialisent là-dedans. D'autres, c'est plus rapport avec l'architecture ou la
l'aménagement des rues. C'est vraiment beaucoup de choses. On était loin du pornographe. Là, on était assez loin. Puis là, on the side, vous avez commencé à faire ça. Comment toi et Jean-Philippe, vous êtes comme retrouvés? Oui, parce que lui, il était resté au Saguenay, fait qu'il est revenu pour étudier à Montréal, c'est ça, fait qu'autour de 20 ans, on s'est comme un peu retrouvés. Tu sais, je le voyais de temps en temps, c'est une fois par année peut-être, là, parce que nos parents étaient amis. Mais, fait que c'est ça, on est revenu, puis avec un autre, il est revenu, puis avec un autre de mes bons amis, Alexandre Provencher, qui participait aussi au Spornographe sur le web, mais à l'émission après. On a décidé de... Parce qu'en fait, on écoutait les matchs de hockey, puis on s'est rendu compte que on trouvait ça aussi intéressant commenter les commentateurs que commenter le match. Puis, fait qu'on s'est dit, on doit pas être les seuls à penser comme ça. Fait on a parti le Spornographe, puis c'est comme ça que c'est né. Puis ça, c'était en 2004 qu'on a parti 2004? Le site web, ouais. Puis le podcast, en quelle année? Podcast, je dirais 2007 ou 2008. C'était quand même, je veux pas dire avant-gardiste, parce que, tu sais, aux États-Unis, il y en avait un peu des podcasts à ce moment-là, mais au Québec, c'était comme... c'était même pas... Tu sais, ça vient de commencer. Là, il y a peut-être peut-être on peut parler de 2-3 ans là, que le terme s'est propagé puis que les gens savent c'est quoi un podcast, mais 2006, un podcast au Québec, je veux dire, il y en avait-tu 4, là, tu sais, je veux dire, c'était très, très nouveau, non? Il y en avait sûrement quelques-uns, je me souviens pas exactement, mais non, c'est sûr qu'on était probablement dans les premiers. Puis je pense qu'au départ, ce qu'on voulait surtout, c'est qu'on trouvait ça drôle, le podcast, comme podcast. Ouais, avec podcast. C'était notre nom de podcast. Fait que c'était juste parce qu'on avait trouvé un bon nom qu'on a décidé de faire un podcast. Ouais. Mais c'était vraiment broche à foin, là, tu sais, comme les 2-3 premiers, j'étais tout seul avec Jean-Philippe, puis on avait un micro, là, que j'avais acheté à 30$ chez Best Buy, là, puis qui tenait sur une boîte de Kleenex dans mon salon, là, puis c'était dégueulasse, là, ça sonnait vraiment pas bien. Puis là, on en a fait quelques-uns comme ça, puis finalement, il y avait du monde qui nous écoutait. Et, sur quelle plateforme? Sur le site? On l'avait mis sur iTunes, puis sur le site, oui. OK. Puis là, il y a Jean-Philippe Plot, qui travaillait, lui, à Radio-Canada, qui est un fan du Spornographe, qui s'est proposé de participer au podcast, puis de mettre un peu de professionnalisme là-dedans. Fait que là, on s'est équipé avec des bons micros, puis lui, il faisait du montage, puis tout ça. Moi, c'était comme vraiment n'importe quoi, là, ce que je faisais. Fait que là, ça a ajouté du professionnalisme, puis on a commencé à recevoir des invités, puis tout ça. Puis comme lui avait un pied à Radio-Canada, ben il a pu aller en parler à des gens là-bas, puis finalement, on s'est ramassé là, à radio. Puis Jean-Philippe Vautier, était-tu déjà Monsieur Showbiz à l'époque, ou dans le sens que c'était ça, ses aspirations? Ou... Non, il pensait pas faire ça du tout non plus de sa vie, même s'il y a quand même ce qu'il faut pour faire ça, des aptitudes. Mais il avait quand même commencé, lui, à faire quelques petits trucs à RDI, genre pendant les nouvelles, le gars qui dit ce qui se passe sur le web, là, autour d'une nouvelle. Quand ça a commencé le web, là, il y a beaucoup de monde qui était perdu. C'était un autre monde parallèle, le web. Là. Mais c'est drôle ça, parce que je voulais en parler avec toi, parce que quand je regarde dans ton dossier, si on veut, il y a 2 feuilles. Là. Parce que c'est ça, quand tu regardes sur ton passé, c'est vraiment drôle, comme justement, je vais venir aux médias sociaux, mais si je remonte un peu plus loin, tu as travaillé pour Nortel. Oui. C'est drôle, ça. C'est drôle et c'est triste à la fois. Oui, c'est ça. C'est en quelle année exactement que ça a planté? 2000... Je pense que quand je suis parti, ça a planté. C'est-à-dire que tu étais là jusqu'en 2000. Il n'était pas capable de se passer de moi. Oui, c'est ça. T'étais la carte qui a fait tomber le château. C'est ça. Non, mais j'ai travaillé quelques étés là, puis aussi pendant l'université, je travaillais un petit peu aussi à temps partiel des fois. Est-ce que tu avais des actions chez eux? Non. Ah, bon, oui. Heureusement. Mais c'était vraiment, c'était dans le temps que c'était vraiment la grosse affaire, puis ça marchait bien, puis un fleuron de... Ouais, vraiment. Puis... mais c'était l'enfer aussi parce que il était pas capable de répondre aux commandes. Puis moi, je travaillais dans le département gestion. Manager. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je gérais des commandes de plusieurs millions de dollars de matériel qu'il fallait que je m'assure que
nos fournisseurs nous fournissaient, puis qu'on produisait assez, puis que les clients en Californie recevaient ce qu'ils avaient commandé, puis c'est ça. Moi, j'avais 19 ans, puis ils me laissaient gérer des affaires comme ça, puis je me suis comme dit, ça pourrait que ça marche pas. C'est ça, si tu laisses ça à un gars. Je pense qu'ils sont comme dépassés, là. C'est drôle parce qu'il est vraiment tout sur ton site, sur ton site avec ton CV, tu sais, 2001-2002, commis de bureau chez le groupe Hachette. Ouais. C'est malade. Ça, c'était cool, par exemple, parce que c'est ma fameuse job où je me pognais le bang toute la journée. C'est ça. Mais c'était chez LMPI, la presse internationale, en tout cas, quelque chose de la presse internationale. Ouais. Puis c'est un distributeur de magazines, fait que j'avais comme tous les magazines gratis. À l'époque où on achetait les magazines. Ouais. C'est ça. Fait que pour ça, c'était cool. 2003-2007, assistant d'enseignant à l'UQAM. Ouais, ça c'était pendant mon bac puis ma maîtrise en urbanisme. Oui, exact. Ce qui m'amène à responsable des communications. Bon, là, depuis ce temps-là, depuis 2007, là, un peu comme l'avènement des médias sociaux et compagnie, tu as eu beaucoup de postes, ça je ne le savais pas honnêtement, dans le sens que oui, tu fais les photos à la soirée ou ces affaires-là, mais dans plusieurs affaires, tu as eu des titres de gestionnaire de communauté, que ce soit pour des émissions télé comme les 2 hommes en or. Ouais. Tu as travaillé aussi pour MTL. Le chum Vautier t'envoie des gigs par la bande, à plein d'endroits, mais dans le sens que les productions Bazo aussi pour la une qui tue. Mais gestionnaire de communauté, ça a comme commencé un peu à ce moment-là. Est-ce que tu sais, je vois là, des termes, mais comme mise en place de stratégie de communication, tout ça. C'était comme un peu les débuts de ça, là, à ce moment-là, les médias sociaux. Oui, ça commençait à être pas mal plus à la mode. Puis, qu'est-ce que ça a changé, les médias sociaux? Qu'est-ce que ça a changé? Je dirais un contact vraiment direct avec le public. C'est ça fait beaucoup de choses à gérer, mais c'est aussi un avantage d'avoir... marketing. Oui, puis d'avoir des feedbacks aussi des clients ou, dans notre cas, du public directement pour savoir s'ils apprécient ou pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que parce que tu sais, souvent maintenant, la vieille garde là, qui était là avant, souvent sont comme, bon, là, c'est quoi l'affaire avec les médias sociaux? Là, on sait qu'il faut en faire, on sait pas comment ça marche. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris du fonctionnement des médias sociaux, je te dirais? Hey boy, c'est une bonne question. Justement, je participais cette semaine à une espèce de colloque de Radio-Canada pour les animateurs qui sont en région, puis savoir comment interagir avec les gens sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils savent pas trop comment répondre aux gens toujours. Est-ce qu'ils comprennent l'utilité des médias sociaux, leur fonctionnalité et compagnie? Je pense qu'ils comprennent l'utilité, mais ils trouvent ça tough parce qu'ils se font insulter souvent. Mm-hmm. Puis ils savent pas nécessairement comment répondre à ça, puis ils peuvent le prendre personnel. Mais d'un autre côté, ils se rendent compte aussi que ça les alimente dans leur travail. Fait que c'est comme à double tranchant. Oui. Est-ce que... tu sais, parce que souvent, c'est devenu comme on sait un outil. Qu'est-ce que les gens qui veulent utiliser les médias sociaux à des fins promotionnelles devraient savoir? Comme un peu médias sociaux 101 pour être efficace puis que ça marche. Parce que beaucoup de monde disent je vais utiliser les médias sociaux, mais comme... C'est une mer tellement large qu'à un moment donné, ça se perd. Là, qu'est-ce qui fait que des comptes ou des personnalités se démarquent, ces médias sociaux? Moi, je dirais de pas trop se prendre au sérieux, peut-être, que ça peut aider. Ouais, je pense que c'est sur l'originalité, mais... J'imagine qu'il faut que tu sois proche de ce que tu vends dans une certaine manière. Tu sais, comme nous autres, on essaye un peu que nos réseaux sociaux à la soirée, c'est comme le miroir de l'émission, dans le fond. Là. Mm-hmm. L'un alimente l'autre. À la soirée, on cite, on interpelle nos auditeurs. Puis sur les réseaux sociaux, on leur demande du feedback, puis on les utilise pour alimenter l'émission aussi. Donc, ça... Puis, c'est ça, tu sais, pas prendre les gens pour des caves aussi, là, ça peut être une bonne chose. Oui, ça a l'air con, mais des fois, tu vois beaucoup de pauses que tu fais, ouais, mais non. Mais ça me faisait penser, justement, le terme gestionnaire de communauté, qu'est-ce que ça fait exactement, un gestionnaire? Des fois, je vois ce terme-là, je me dis, mon Dieu, il y a des jobs qui sont créés, il y a des salaires qui se donnent, il y a des jeunes qui profitent de certains vieux, à quelque part, avec le terme gestionnaire de communauté. Ça dépend. Tu sais, comme à Radio-Canada, des fois, quand il y a vraiment beaucoup de commentaires, il faut que quelqu'un
les gère un peu parce que des fois, ça peut être violent, puis faut répondre aux gens aussi parce que quand ils posent des questions, il faut leur répondre. Donc, il y a une base de ça, là, mais pour moi, c'était plus de faire... de créer une communauté, dans le fond, d'utilisateurs puis qui vont peut-être s'auto-réguler. C'est ça qu'on a un peu fait avec le Spornographe puis la soirée. Dans le fond, on impliquait nos fans au Spornographe. On laissait les gens publier eux-mêmes du contenu, nous soumettre des citations. Ouais. Puis là, les gens connaissaient toutes nos références puis les utilisaient dans ce qu'ils écrivaient, puis ils se parlaient entre eux. Puis c'est devenu vraiment une communauté qui nous a un peu suivis tout le long. Puis à la soirée, c'est la même chose. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça l'objectif ultime du gestionnaire de communauté, là, de créer des paramètres pour que ces gens-là soient à l'aise de discuter entre eux, puis veulent revenir toujours. Là. Puis c'est comme à la soirée, on a un pool de la soirée que nos fans ont créé en parallèle de nos réseaux sociaux, un groupe Facebook où il y a comme 1500 personnes qui font qui parient sur ce qu'on va dire à l'émission. Puis les discussions là-dessus, c'est vraiment super intéressant. Puis ils utilisent les mêmes insights qu'on a à la soirée. Puis le sentiment de communauté, là. Ouais. Puis l'autre fois à l'émission, je les ai traités de débiles mentaux, puis ils trouvent ça drôle. Tout le monde est gagnant là-dedans. Voilà. D'ailleurs, c'est vraiment ironique parce que sur ton site, quand je clique, pour un expert en informatique, médias sociaux, quand je clique sur contact ou réseaux sociaux, ça dit page not found. Pour les deux. Je suis comme bon, ben regarde. Mais donc on a nommé plusieurs fois le Spornographe, mais on va y venir parce que c'est un peu ça le début. C'est un peu ça le début de ta carrière là, dans les médias, si on veut. Ouais. Ta carrière, en tout cas, devant le micro, si on veut. Mm-hmm. Même si on voit pas quelqu'un devant le micro. Mais moi, c'est ça, c'est en fait, ça, c'est parti de ce que vous avez commencé à enregistrer par vous-même. Et là, Jean-Philippe Plot de Radio-Canada vous a comme professionnalisé. Puis là, assez rapidement, parce qu'on va se le dire, là, c'est pas n'importe quel podcast qui se ramasse à la radio de Radio-Canada. Donc, avec un salaire, donc avec un auditoire. Ouais. Ça a quand même déboulé assez vite. Quand même. Donc là, vous vous ramassez à la radio de Radio-Canada. Oui. Puis, un petit peu avant, on a commencé un peu à comme tester la patente en faisant des clavardages en direct pendant les matchs qu'on faisait sur le site de Radio-Canada. D'ailleurs, ça n'existe plus vraiment, ces affaires-là. Non, il y avait des chats. Ouais, non, pas vraiment. Il y avait ça à un moment donné. Là, c'est plus Twitter, dans le fond, où les gens commentent, mais c'est vraiment des... Tu sais, il y avait comme, mettons, 300 personnes qui venaient dans une salle de chat pendant le match, puis nous, on commentait le match, puis eux nous répondaient, puis on discutait, puis tout ça, puis Radio-Canada nous payait pour faire ça, fait que c'était vraiment bien. Mais donc encore une fois, des jeunes qui profitent de... Oui, exactement. Faut savoir. Puis c'est ça, c'est pendant quelques mois avant qu'on arrive à la radio. Donc, pour se ramasser à la radio, on a quand même été chanceux parce qu'il y avait le directeur de la radio à ce moment-là, il était un petit peu visionnaire, puis il voulait laisser de la place à des jeunes, puis nous autres, c'était vraiment broche à foin notre affaire, même si on avait ajouté un peu de professionnalisme là-dedans. Là, ça faisait un petit peu CISM. Mais il nous a quand même fait confiance. Il a vu le potentiel de ça. Puis on s'est ramassé... on a fait 2 pilotes d'émissions. Puis on s'est ramassé en février à avoir notre propre émission le vendredi soir à 19h. Puis ça, c'était en 2009? Puis le vendredi soir à 19h, c'est une bonne cause ou non? Pas du tout. Non, parce que le vendredi, le monde sort. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était aussi l'avantage du podcast, là, parce que les gens ne l'écoutaient pas en direct. Il y avait plus de monde qui l'écoutait en podcast qu'en direct. Parce que déjà, à ce moment-là, c'était disponible en podcast. Oui. Mais pas toutes les émissions de Radio-Canada l'étaient. Je pense pas, non. Non. Parce que, nous autres, on était un petit peu comme un monde à part parce qu'on avait aussi gardé notre site web que c'est moi qui continuais de gérer puis c'est moi qui l'hébergeais encore sur mon serveur. Puis, fait que on avait gardé ça. On y tenait là, parce que je me disais si jamais ils nous flushent, moi je veux pas comme être obligé de tout leur laisser notre contenu là, qu'on a déjà fait avant. Fait que on a été chanceux pour ça. Donc on avait aussi déjà nos
nos podcasts. Fait qu'on a continué tout simplement. Est-ce que le Sportnographe était-tu disponible sur votre site aussi ou non? Il fallait que tu ailles sur Radio-Canada pour écouter le... En fait, c'était notre site. C'est juste que l'adresse, avant, au lieu d'être sportnographe.com, c'est rendu sportnographe.radiocanada.ca. Mais ouais, c'était exactement le même site avec les mêmes émissions. Le Sportnographe, l'émission exactement, c'était quoi? C'était combien de temps? C'était 22 minutes? C'était 1 heure. 1 heure, OK. 1 heure, ouais. Puis c'était vraiment une émission montée. C'était un travail d'orfèvre. Il y avait vraiment... on était des personnages, là. On n'avait pas nos vrais noms. Ah, OK, je savais pas. Ouais, on avait... Même au début du Sportnographe, là, sur le site web, on avait aussi des faux noms. C'était quoi vos noms? Moi, c'était Yvan Piquette. OK. Jean-Philippe, c'était Réal Munger. Puis l'autre, Jean-Philippe, c'était Paul Meilleur au coin. Lui, il y avait un jeu de mots dans son nom. Paul Meilleur au coin. Puis, c'est le seul maintenant qui n'est plus à la radio. C'est pas vrai, il n'est plus à la soirée, mais ouais. Puis on avait, tu sais, comme on s'était mis des moustaches puis tout ça là sur nos. Ah oui, c'est ça, OK. Sur notre site web. Fait que c'était vraiment, on voulait vraiment que ça soit une parodie. On n'était pas nécessairement des personnages. On était des personnages en ondes parce que tu sais, on était un peu plus colons puis. Qu'on l'est dans la réalité. C'est ça. Je suis en train de sous-entendre que vous êtes quand même assez colons. Mais, ouais, fait que c'est ça, c'est une émission d'1 heure, puis là-dedans, il y avait peut-être 4-5 chroniques. Okay. On faisait chacun une chronique. Il y avait personnage? Ouais. Ce jour, OK. Ouais. Ben, tu sais, personnage. Je faisais pas des voix, là. C'était ma voix, là, mais... Ouais, mais dans le sens que... Je disais pas nécessairement ce que je pensais pour vrai, là, comme quand j'écris. C'est ça. Puis... Jean-Philippe faisait des chroniques aussi là-dedans? Ouais. OK. Parce que maintenant, on le connaît tellement plus comme animateur. Ouais, c'est ça. Mais ouais, avant, il faisait des chroniques chaque semaine. Okay. Puis, il y avait toutes sortes de segments dans l'émission, plein de petits sketchs aussi. C'était très dynamique, ça allait super vite. Puis, je pense que les gens aimaient ça. C'est juste que c'était long à produire parce qu'on enregistrait tout ça en petits bouts détachés pendant une journée au complet le mercredi, puis c'était diffusé le vendredi. Fait qu'il y avait comme 1 journée et demie de montage puis d'effets spéciaux là-dedans. Fait qu'on n'était pas super collés sur l'actualité. Mais vous aviez eu un certain following culte, là. Ça a comme pogné quand même assez bien. Ben oui, tu sais, au début, les codes d'écoute, le vendredi soir à la radio, c'était comme ridicule, là, genre 5000. Puis quand on a fini, on était plus autour de 18 000. C'est quand même pas énorme, là, mais c'est pour Montréal. Là. Mais c'était diffusé partout au Canada. Mais en podcast. C'est ça, en podcast, on avait beaucoup plus. Mais c'est ça, c'était un peu culte parce que les fans qui étaient fans, ils étaient vraiment très, très fans. Ouais. Parce qu'ils se reconnaissaient là-dedans. Probablement qu'eux aussi regardaient le hockey chez eux, puis ils faisaient des commentaires sur les commentateurs. Puis c'est un petit peu aussi plus intello. Et c'est pas parce que t'es intello que tu ne t'intéresses pas au hockey. Donc, il y avait ce côté-là qui rejoignait beaucoup de gens. Est-ce que le Sportnographe, c'était aussi encore des extraits sonores que tu diffusais? Oui. Ça, dans le fond, c'est à la base, le Sportnographe, c'est tant qu'à écouter les games de hockey, on va en faire un métier. Mais là, c'est que là, quand ça devient un métier, par exemple, c'est qu'il faut vraiment que tu écoutes toutes les games, toutes les enregistrer aussi. C'est ça que j'allais dire, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est devenu moins le fun un peu? Ou, pas le fun, mais c'est devenu une job, là. Oui, c'est sûr que c'était de la job dans ce temps-là. Puis on se splittait à 3, là, l'écoute de toutes ces affaires-là, parce que là, il y avait CKC Sport, il y avait le RDS, puis tout ça. Fait qu'on enregistrait ça toute la journée, puis là, chacun, on écoutait des... Fait que tu avais écouté toutes les... Ben, pas toutes, mais les émissions... Ouais, puis moi, dans ce temps-là, mes chroniques, je choisissais un sujet de la semaine. Fait que, tu sais, j'écoutais un peu partout tout ce qu'il disait à propos de ce sujet-là. Puis il y avait aussi, ben, tu sais, c'est sur des segments de lapsus qu'on ramassait un peu partout, là. Mais, fait que tu tapais tout, là, vous tapiez tout ce qui se faisait, dans le fond. Ouais. Vous avez réécouté ça. Ouais, puis là, dans le temps, tu sais, les stations n'avaient pas tous leurs extraits en ligne, comme c'est le cas en ce moment. Là, c'est beaucoup plus facile, mais il fallait vraiment que je l'enregistre avec un petit setup. Est-ce que ça t'a fait une écœurantite du hockey ou de... Non. Non, c'était quand même... je trouve toujours ça divertissant, écouter du hockey, même si ça fait 50 fois qu'ils parlent du même sujet, du 3e trio. Je trouve ça quand même divertissant, fait que ça m'ennuyait pas. Là. Est-ce que tu écoutes quand même les lignes... Est-ce que tu es un gars qui écoute les lignes ouvertes beaucoup, ces affaires-là?
Les lignes ouvertes, ça m'intéresse moins. OK. Ouais. Puis aussi parce que je veux pas rire des gens qui appellent. Tu sais, je me moque beaucoup des experts sportifs, des animateurs, mais le vrai monde qui appelle, j'essaie de pas me moquer d'eux. Fait que déjà, le temps que j'ai pour écouter ces affaires-là, j'écoutais pas les lignes ouvertes, là, parce que je savais que je pouvais pas avoir vraiment de matériel là-dedans. Parce que je te demandais, en fait, ça par hasard, parce que je sais qu'il y a un documentaire qui va être publié, pas publié, mais qui va être diffusé au RCVQ, Rendez-vous du cinéma québécois, qui parle des gens qui appellent la ligne ouverte, en fait, mais en fait, précisément, des gens qui appellent tellement souvent qu'ils deviennent connus du public, là, ils deviennent des personnalités parce que Louis de Ville-Mercier et parce que Tony, parce qu'en tout cas, mais bref, mais c'est assez fascinant que ces personnes-là, c'est vraiment leur vie. Là, à chaque jour, ils appellent à toutes, là, ils appellent aux 5-6 stations à chaque jour. Ça devient des réguliers. En tout cas, c'est assez fascinant, mais pour d'autres raisons. Oui, non, c'est ça. Quand j'écoute des fois... Mais tu sais, comme au 91.9 Sport, ils ont presque des lignes ouvertes dans toutes leurs émissions. Là. Ouais. Fait que, tu sais... Ça fait pas si longtemps que ça existe non plus que ça, cette station-là. Là, ça fait 1 an ou 2, mais ça a comme ouvert toute une nouvelle jungle, si on veut, de ça. Là. En plus, c'est que sport. Ouais. C'est comme s'il y avait du run à la journée longue, là, et toutes ses déclinaisons. Bref. Donc, avec Sportnographe de 2009 à 2012. Oui. Est-ce que dans ce temps-là, vous faisiez que ça? Oui. Oui, dans le sens que Jean-Philippe avait-il commencé à faire d'autres? Non, c'était vraiment que... À la fin, il a commencé la une qui tue Jean-Philippe, là, mais c'est vraiment le Sportnographe à la radio, puis on avait des petits trucs, là, genre Infoman, une chronique de temps en temps, mais pas de... Je comprends. Puis, ça nous occupait pas mal quand même. Qu'est-ce qui a sonné la fin du Sportnographe? Ben, des raisons personnelles. Et aussi que, c'est ça, on était tanné un petit peu de la lourdeur du pré-enregistrement, puis du montage, puis de tout ça. Nous autres, on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus lousse, en direct. Parce que le Sportnographe, tu sais, notre réalisateur est un petit peu crinqué, fait que dès qu'on bafouillait un peu, ben on recommençait, puis tu sais, ça manquait un peu d'énergie du direct. Ouais. Puis si on s'en fout là, on s'en fout là que j'ai accroché sur un mot là, je leur dis, puis c'est pas plus grave que ça là. Nous autres, on était bien tannés de ça. Fait que c'est ça, on a eu l'idée de faire un projet différent, puis ça a fonctionné. C'est qui a eu l'idée de La soirée est encore jeune? D'où ça vient en fait l'idée, ce jeu-là? Je pense que c'est pas mal Jean-Philippe là qui l'idée c'était comme de faire un peu un talk show. Pas à peut-être un peu à l'américaine là, mais à la radio. Puis Jean-Philippe a toujours trippé là-dessus, moi aussi, mais un peu moins que lui quand même. Puis c'est avec Fred Savard puis Jean-Philippe qu'on a comme créé ce projet-là. Puis c'est ça, on l'a présenté, ils l'ont accepté. Puis, dans le fond, avec le Sportnographe, ça a comme été... C'est ça qui a mis les fondations pour que là, ils vous mettent dans une case horaire. En fait, la soirée, ça a commencé aussi le vendredi soir. Ah ouais? Oui, pendant 2 ans, ça a été 1 heure le vendredi soir. Pour vrai? Ça, c'était 2014, genre? Oui, jusqu'à 2012 à 2014, peut-être. Ça a commencé en 2012, la soirée? Oui, direct après le Sportnographe. OK, c'est ça. Donc, vous étiez le vendredi soir pendant 1 heure. Oui. Puis là, c'est comme là, par rapport au Sportnographe, déjà, on avait des meilleurs codes d'écoute parce qu'on ratissait plus large. Là. C'était pas plus juste du sport. Ouais. Puis, mais c'est vraiment quand on est passé à la fin de semaine là, que ça a comme explosé. Là. Ben oui, c'est ça, parce que moi, ça fait justement là, plus 2014-15 que j'ai commencé à entendre parler de la soirée, mais avant ça, je savais pas que ça existait. Oui, c'est comme... c'est rare aussi comme format, 5 à 7. 2 jours semaine. Tu sais, c'est bizarre comme... Il n'y a aucune émission de radio qui va avoir un format 5 à 7 la fin de semaine. Ben, il y avait l'émission qui était là avant, qui était avec Jacques Bertrand, qui était un peu... je pense que c'était la même case horaire. Là. OK. Puis... il n'y avait pas ce buzz-là, là, tu sais. Non. Mais quand la soirée a commencé, 2012 à 2014, est-ce que vous avez senti quelque chose ou c'est vraiment... C'était pas encore ce que c'est. C'est quand c'est passé à la fin de semaine que là, ça a comme explosé. Ben, on a senti quelque chose, oui, quand c'était le vendredi soir, mais c'est pas comparable à la fin de semaine. Là. Ils nous ont proposé ça à un moment donné. Ils nous ont proposé ça
de passer du vendredi soir à la fin de semaine. On n'était pas trop sûr. Notre réalisateur de l'époque, là, qui était un vieux monsieur qui avait comme 40 ans d'expérience en radio, il disait « Faites pas ça, faites pas ça ». Finalement, on a décidé de le faire quand même. Il faudrait le rappeler peut-être pour le mettre à jour. C'est ça. Puis... Vous avez changé de réalisateur. Oui, il a pris sa retraite. Ouais. Puis, mais ça vraiment... Ça, au début, là... À chaque fois qu'il y a du changement, les gens chialent. Là, comme passer du pornographe à la soirée, le monde n'était pas content. Après ça, la soirée du vendredi soir à la fin de semaine, là, était là, vous serez pas capable, vous êtes poche, nanana. Ils nous ont pas laissé comme 2 semaines pour s'adapter. Là. Déjà, les commentaires étaient pas super bons. Fait que... mais ça c'est comme tout d'un coup, là, c'est comme si on existait. Là. Ah ouais. Quand on était le vendredi soir, on avait comme, mettons, 3000 abonnés Facebook. Là, puis là, après ça a comme explosé. Là, on est rendu à 55 000. On en a plus que la première chaîne de Radio-Canada. Ah ouais. Puis vous faisiez 1 heure le vendredi. Ouais. Et là, vous faites 4 heures. Ouais. C'est complètement... Tu sais, je veux dire... Y avait-tu des raisons aussi salariales d'accepter la deuxième option, de dire, ben là, c'est parce que... Ça n'a eu aucun effet sur notre salaire. C'est comme... Ça change rien. Non. Vous n'étiez pas plus payé Non. à faire 4 fois la job? C'est ça. Tu es un très mauvais agent, Olivier. Ouais, j'ai pas d'agent. C'est ça. Mais non, tu sais, il y a peut-être eu un petit changement, là, mais c'était pas significatif. Là. Puis même si, en plus, c'était la fin de semaine, c'est ça qui était le plus gossant. Là. Ouais. C'était pas nécessairement les 4 heures, c'était les 4 heures la fin de semaine, parce que... Des enfants. Les enfants, Fred a des enfants, Jean-Philippe a des enfants, fait que... Maintenant, il y en a, Jean-Philippe, mais à l'époque... Oui, il était sur le bord d'en avoir. Fait que ça, c'était lourd pour ça. Jean-Sébastien risque pas d'avoir d'enfants dans les moments qui suivent. Pas pour l'instant. Mais ce que je veux dire avec ça, déjà, c'est que... oui, en fait, c'est ça que je veux savoir, c'est qui a eu l'idée de... Parce que là, en fait, je sens que la drive là-dedans, c'était Jean-Philippe, là, qui a clairement une drive business là, dans la gang. Ouais. Mais lui, il connaissait Fred déjà? Non, nous, on connaissait Fred... de nom, là, avec les apartistes. Puis au début du pornographe, Fred, il y avait un blog sur le football. Fait que là, on s'est dit un humoriste qui parle de football. Là, on va l'inviter à l'émission. Fait que dès le début du pornographe, lui, il faisait des chroniques 1 fois par semaine. Ou 1 fois, 2, 3 semaines, en tout cas. Puis lui, c'est ça, il faisait des chroniques. Puis à un moment donné, on a eu besoin d'un script éditeur. En fait, on a eu un budget pour un script éditeur. Au début, ça a été Guillaume Saint-Onge. Je sais pas si tu connais. Oui, il est sur Balcourbe, entre autres. Là, ouais. Puis, je ne connais pas personnellement, mais oui, en effet. Très sympathique, puis très drôle. Lui, il avait étudié à l'école de l'humour en écriture. Fait que ça fitait super bien. Puis, fait qu'on a eu Guillaume pendant 1 an ou 2, ou 1 an, je pense. Puis après ça, Guillaume, il voulait faire autre chose. Fait qu'on a engagé Fred comme script éditeur. Fait que la dernière année du pornographe, en plus de faire des chroniques avec nous, Fred était aussi script éditeur. OK. Puis, fait qu'il y avait déjà un lien là. Ouais. Parce que moi, ma question, c'est qui a mis le boy band ensemble, tu sais, de la soirée pour avoir le casting complet. Puis la pièce manquante qui est Jean-Sébastien, comment... Parce que Jean-Sébastien, c'était pas un gars qui était devant la caméra là, avant. Non, c'est ça. Comment il s'est ramassé à la soirée? Ben, c'est notre réalisatrice de la première saison de La Soirée avec qui on a bâti ce projet-là, qui est Marie-Claude Bocage, qui nous a proposé Jean-Sébastien. En fait, on cherchait une fille. Puis lui, il a fait un test. On a fait un pilote. Puis lui, il pensait vraiment qu'on n'allait pas le prendre. Là. Lui, c'était vrai? Oui. Puis finalement, on a décidé d'y aller avec Jean-Sébastien. Mais c'était lui depuis la saison 1. Hein? Il était là de la saison 1. Oui. Mais quand on était le vendredi soir, lui, il était au téléphone. Fait qu'on faisait croire qu'il était sur le terrain quelque part. Okay, là. Souvent, il était juste dans le corridor à côté. Là, puis il y avait un invité puis, à qui il disait des niaiseries. Là. OK. Ouais. Puis lui, dans le fond, c'est parce que lui, avant, il était quoi, genre recherchiste, je pense? Il était recherchiste à l'après-midi porte-conseil. Mais oui, hein? C'était une émission de service avec Dominique Poirier. OK. Puis il parlait de trucs pour laver son plancher, des affaires comme ça, là. Sérieusement? Ouais. Il en parlait sérieusement, c'est drôle, ça. Puis là, finalement, ça a comme marché. Il y a eu comme une... Parce que, tu sais, vous avez vraiment tout un casting, là, vraiment différent, mais c'était-tu voulu à la base ou c'était comme, on essaye de quoi?
Plus ou moins voulu. Ça a donné que... Parce que c'était assez... si on veut, les niches sont assez claires, là, tu sais. Ouais. Mais... Ouais. Puis, tu sais, Jean-Philippe et moi, on s'est toujours un peu complété. Fait que déjà, il y avait ça qui faisait, tu sais, qui avait un peu de variété, dans le fond. Puis, avec Fred, qui était dans un autre domaine. Puis, Jean-Sébastien, ça a donné que on a tous des castings différents. Puis que la chimie est vraiment bonne entre nous quatre, là. Fait que... la question qui se pose, puis en plus, je parlais à un ami hier que je sais qui est un gros fan du pornographe. Je reçois Olivier, tu sais, du pornographe. As-tu des questions? Il dit, ouais, tu demanderais, il est rendu où Jean-Philippe Plot? Parce que lui, en fond, est-ce qu'il a été comme un peu flushé pour la soirée ou non? Ben, nos chemins se sont séparés. C'est ça, les raisons personnelles. Mais lui, il continue quand même. Il y a une émission qui s'appelle C'est fou. Okay. Avec Serge Bouchard. Mais oui, mais c'est l'émission juste après la soirée, si jamais. Le dimanche, oui. C'est ce qui est comme ironique là, vous suivez. Oui, puis lui, c'est vraiment très, très sérieux. Là, oui, parce que n'importe qui écoute la soirée à la radio et pas en podcast, quand l'émission d'après part, tu es en train de faire manger, tu l'écoutes, puis tu es comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le temps comme, bonjour, aujourd'hui, Jean-Philippe, les enfants amérindiens. Puis comme, qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement. C'est un drôle de clash de programmation. Mais... OK, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, lui, il continue. Puis... à faire ces trucs. Ouais. Qu'est-ce qui fait le succès de la soirée? Je pense nos différents castings, comme on disait, aussi peut-être l'autodérision. Je pense que le fait qu'on se moque beaucoup de nous, entre nous, ça fait qu'on peut rire plus des autres. Je pense qu'il y a ça qui fait que ça marche bien. Puis aussi le lien avec notre public, là, à travers l'émission. C'est drôle que tu le dises en soupirant. Le lien avec notre public. Non, pas du tout. Parce que, non, pour vrai, on a vraiment un public génial là, qui est souvent plus drôle que nous, puis qui nous inspire, puis qui nous alimente. Donc, je pense que ça fait partie du succès de l'émission. Après, parce qu'on est quand même, là, on est en fin 2017, au moment de dire ces lignes, mais après 5 ans d'un show de radio, déjà 5 ans, c'est comme pas rien, là, mais après 5 ans, puis là, chaque année, vous faites, il y a comme le running gag de cette dernière année, tout ça, mais après 5 ans, est-ce que là, vous, tu sais, puis bon, évidemment, vos carrières ont respectivement évolué, là, tu sais, je veux dire, à tous les niveaux, là, je veux dire, ça l'a ramené Fred dans une nouvelle case. Jean-Philippe, c'est devenu un A-list animateur au Québec. Jean-Sébastien est devenu une face comique. Tu sais, toi, tu viens de sortir un livre. Tu sais, je veux dire, auteur à succès. Oui, auteur à succès, ben, c'est un terme qui est en tout cas, bref, à discuter. Mais relateur de faits à succès dans ce cas-là. Mais vous avez tout, ça a beaucoup changé en 5 ans quand même, là, des kids qui ont fait le pornographe à la soirée. Est-ce que pour vrai, vous sentez qu'il y a comme une fin imminente ou est-ce que c'est quoi là, le plan? Est-ce que vous dites on en a pour 1 an, 2 ans ou c'est une année à la fois? Comment ça se passe avec la soirée? Ben là, justement, on se rencontre dans les prochains jours pour en discuter. Ah ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, comme tu vois, cette année, on a demandé de faire moins de semaines. Okay. Avant, on faisait 42 semaines 42 semaines. 42 semaines à 4 heures par semaine. Ça fait beaucoup de stock. Quand même 52 semaines par année, fait que vous étiez vraiment en long de la majorité de l'année. Oui, on a 8 semaines l'été puis 2 semaines à Noël de vacances. Puis, c'est ça, c'est quand même lourd. L'inspiration aussi. Ouais, c'est ça. Ça demande du jus. L'inspiration. Ouais, tu sais. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai comme 4 chroniques à faire par semaine, plus notre petit tour de table à chaque émission avant. Fait que ça fait comme 6 segments à écrire par semaine. Ouais. C'est quand même lourd. Jean-Philippe, lui, fait juste des entrevues. C'est ça. Puis, donc, c'est ça. Là, oui, donc c'est une charge de travail quand même assez imposante. Donc là, vous aviez baissé de 42 à 32. Fait qu'on fait 10 semaines de moins. Quand même. Puis, on fait nos trucs au Corona qui sont préenregistrés. Fait qu'il y a une fin de semaine par mois où on a congé parce qu'on enregistre au Corona puis on enregistre une émission en studio. Fait que ça nous permet aussi de faire des tests pour peut-être d'autres choses éventuellement. Là, on a beaucoup aimé ça, faire une émission en studio récemment. C'était différent puis c'était cool. Ouais. Fait que non, mais tu sais, moi, à ce rythme-là, là, 30 semaines par année avec des congés de temps en temps, moi, je n'aurais pas de problème à faire ça encore longtemps. Ouais. Mais en même temps, moi, j'aime beaucoup le changement.
J'aime ça replacer les meubles dans ma maison. Puis j'aime aussi changer de job, comme tu as pu voir sur mon CV. Oui, bien, c'est de Nortel, il cherche encore quelqu'un pour... Ouais, c'est ça, pour liquider. Ouais. Fait que moi, c'est sûr que si on faisait une émission dans un autre format ou à un autre moment, encore les 4 ensemble, je pense que ça serait possible aussi. On se disait, ça serait le fun, une quotidienne, le retour à la maison ou quelque chose comme ça, mais bon, peut-être pas tout le retour à la maison. Mettons 1 heure par jour, un peu plus... peut-être un peu plus de sérieux, mais aussi encore la même atmosphère que la soirée, ça pourrait être cool aussi. Mais... Donc, ça serait plus justement la case du... Ouais. C'est drôle en plus parce que Radio-Canada, à moins que je me trompe, mais contrairement, je pense qu'on dirait que le terme retour à la maison est comme plus associé aux radios commerciales. On pense à C'est quoi, Rythme FM, le retour de Véro et ces affaires-là. Mais est-ce qu'il y en a à Radio-Canada, ce genre d'émission-là? Oui, mais c'est vraiment... pas du tout vraiment de brandé comme ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le 15-18 là, qui est de... OK. Mais oui, c'est vraiment les mêmes trucs, là, la circulation, puis la météo, puis tous les sports. Est-ce que la télé, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou... Oui, votre émission est filmée maintenant aussi? Oui, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un autre cachet, par exemple. Ouais, c'est un autre cachet, je te le confirme. Ça, c'est... on fait la même affaire, mais on est payé le double. En même temps, c'est assez cool. Il faut bien que ça compense pour le cachet de radio qui reste le même. Là, quand même. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge à quelque part. Mais oui, on n'a pas vraiment de projet pour la télé spécifiquement, là, mais on est ouvert à tout. Là. D'accord. Parce que parlant de changement puis d'essayer des affaires nouvelles, vous avez fait de la scène. Oui. Bon, là, tu me vois venir, mais en fait, plusieurs affaires. D'une part, le fameux show à Québec, dont vous, justement, quand tu dis « on rit de nous », auquel vous faites souvent référence. Moi, avant que tu me dises ta version, ma version de ça, c'est que j'étais à Québec pour le Comédien en même temps que vous, puis je m'en allais faire un show avec Catherine Levac, qui s'appelait Un beau programme à l'époque, puis on sort du Château Frontenac, puis on est dans l'heure d'entrée, puis on vous croise, vous revenez du Grand Théâtre. Et Jean-Philippe qui court à Catherine. On vient de se planter comme tu n'as aucun... Mais tu sais, tout le monde dit ça, on vient de se planter dans le sens de ça a mal été, mais ça a jamais mal été. Tu sais, c'est tout le temps comme ouais, mais non. Là, tu sais, c'était comme hyper rodé, puis ça a comme super bien été. Mais finalement, vous, c'était vrai que quand on disait ça, on dit comme ouais, mais c'est une joke, mais sûrement pas. Mais finalement, ça en est comme devenu légendaire tellement que je pense Mike Ward qui animait le gala a dû retourner faire un espèce de topo spécial pour présenter le numéro de... Là, ce qui va se passer, il avait dû comme retourner au Grand Théâtre pour filmer une introduction à votre numéro, parce que pour la captation télé... Mais il n'était pas dans la captation télé, ils l'ont coupé. Oui, c'est ça, oui, mais pour une autre affaire. Okay. Je sais plus, je l'ai vu en plus. C'est Mike assis dans le Grand Théâtre qui est vide, qui dit bon, le prochain numéro, puis là, il met en contexte qu'est-ce qui est arrivé. Il a été coupé de la version télé, mais blablabla, voici ce qui est arrivé. Puis là, il présente c'est comme parce que on pourrait pas le mettre dans la version télé, mais il faut quand même réutiliser ça quelque part, ça n'a pas de sens. Puis là, on fait revenir pour faire une présentation. Mais toi, ton souvenir, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, qui? Tu sais, nous autres, on était confiants de... Nous autres, on fait nos petits jokes à radio chaque semaine, puis ça marche tout le temps. Fait que on n'était pas plus préparés que ça. On n'avait pas testé nos jokes. Puis c'était très lousse. Ouais. Le rythme n'était pas du tout bon. Et fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on s'est planté. Mais aussi, c'était pas le bon public pour faire ce sketch-là. C'est un sketch sur quoi? On riait de Québec. Ah, c'est ça. On disait que Québec. À Québec. Ouais. Devant les fans de Mike Ward qui nous connaissent pas puis que c'est pas nécessairement notre public là. Ouais. C'est probablement peut-être plus le public de Radio X là. Fait que aller leur dire dans leur face que sont niaiseux, ils l'ont pris au premier degré pas mal. Et mais tu sais, au-delà de ça, c'était pas un très bon sketch. Mm-hmm. Puis c'est une belle humilité de ta part. Ouais. Mais tu sais, comme Fred, il persiste à dire que oui, c'était bon là, mais tu sais. Nous autres, on n'avait pas d'expérience de scène. En fait, Fred, c'était le seul qui en avait. OK. Puis, c'est drôle parce que c'est lui le moins lucide. Non, moins lucide, mais dans le sens que c'est lui qui garde plus, qui tient son bout. C'est ça, lui, il était confiant avant, il était confiant après aussi. Mais, confiance ou déni? Ouais. Mais tu sais, même, en fait, la seule
le seul test qu'on avait fait, c'était pendant la répète. Puis, tu sais, les gars de Comédia, ils trouvaient ça bien bon. Puis Mike Ward nous avait dit « Oh oui, ça va marcher, ça. » Non, pas tout à fait. Mais est-ce que ça t'a traumatisé? Non. Parce que vous avez refait de la scène par après, dans un tout autre contexte, à Montréal, d'une part. Ouais. Deuxièmement, le show Prédiction 2017 avec Fabien Cloutier, comment ça s'est passé, ça? C'était vraiment... Ben, tu sais... C'était moins lousse. Moi, pas mal moins lousse. Ouais, pas mal moins lousse. Mais, tu sais, moi, souvent... un jour, j'ai dit ça à Rebecca McConnell qui me demandait à propos de Prédiction 2017 si j'étais content de faire ça. J'ai dit, ben, ça me tente pas, mais ça me dérange pas. Puis là, arrête pas de me niaiser avec ça, que c'est comme mon slogan. Là, ça me tente pas, mais ça me dérange pas. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Moi, c'est pas mon trip faire de la scène. OK, c'était ça en fait ma question. C'est est-ce que t'as trouvé une piqûre, mais non, pas du tout. Là. Ben, tu sais, oui, c'était cool, mettons, les 2 premiers soirs. Puis après ça, je me suis dit, OK, j'ai compris, là, genre, ça veut dire qu'il m'en reste 6 autres soirs à faire la même crise d'affaires. Fait que là... T'es quelqu'un d'optimiste et d'inspiré. Ben non, mais tu sais, c'est galvanisant d'être sur une scène puis de voir comme 2000 personnes qui te trouvent drôle puis qui t'applaudissent. C'est sûr que c'est cool, là. Mais moi, c'était pas nécessairement mon trip. Est-ce que tu te dis ça pour la radio, comme il m'en reste tant? Ou non, la radio, t'aimes plus ça? J'aime plus ça, la radio. C'est moins... je sais pas, c'est moins compromettant, là. Je sais pas comment dire ça, mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est écrire, là. Fait que, c'est ça. Tu sais, dans le meilleur des mondes, là, je serais... journaliste sportif. C'est ça. À la presse. Ça fait des années que j'envoie des signaux, personne ne me revient. C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça, tu parles d'écrire, mais c'est ça que je veux venir avec ton livre, que comme un imbécile, j'ai acheté. non, mais qui était sorti cette année, dont tu as parlé le plus, en fait, là, cette année, là, avec le livre, qui va super bien, d'ailleurs. Oui, quand même. Puis en plus, avec le temps des fêtes, les ventes ne doivent que monter. Oui. Mais ça, c'est les livres, c'est un autre monde aussi, là. Tu peux pas avoir comme des statistiques vraiment précises là-dessus. Tu sais, comme moi, je suis habitué au web, puis tout ça, puis tu sais combien il y a de personnes qui sont venues te voir tes affaires pendant la journée. Même à la radio, on a des codes d'écoute à tous les mois, mais ça, c'est... Tu sais, je le sais pas vraiment. Là, tu sais, je sais que je suis dans les palmarès, tout ça, mais j'ai pas de chiffre exact. Tu sais. C'est parce qu'ils disent combien ils en ont imprimé, mais ils disent pas combien tu en as vendu. C'est ça. Puis, il y a des retours. Fait que, mettons, ils sont tous distribués, mais s'ils ne vendent pas, ben, ils renvoient. Fait que là, c'est là qu'ils commencent à calculer. Puis tu as parlé beaucoup du livre, tu as parlé beaucoup des citations. On t'a demandé j'imagine, on t'a demandé souvent tes citations préférées, ces affaires-là, mais c'est comme tout un travail spécial là, comme écriture, parce que c'est pas une fiction, c'est pas un document, c'est comme un genre de humour, document, quelque chose. C'est quoi la question qu'on t'a jamais demandé à propos de ton livre, que tu veux dire? Parce que c'est un processus, là, faire un livre comme ça, quand même. Ouais, mais on m'a pas, je sais pas, on m'a pas demandé combien de temps ça m'avait pris de l'écrire. Combien de temps ça t'a pris d'écrire ton livre? Une semaine. C'est parce que toi, t'avais ramassé ça. En fait, l'idée du livre en tant que tel, elle vient d'où? C'est-tu toi? Non, c'est un éditeur qui m'a approché, Patrice Duchesne. Il s'est flairé la bonne affaire. Ouais, mais moi, je m'étais toujours dit que j'aimerais ça écrire un genre d'essai comique sur le sport dans lequel j'intégrerais des citations. Ouais. Puis lui, il m'est arrivé avec cette idée-là. Il avait déjà fait un recueil de citations d'Yvon Deschamps. OK. Qui a super bien marché, qui en avait vraiment vendu beaucoup. Puis il m'a proposé ça, de faire un recueil de citations de sport. Puis j'ai dit non, parce que je trouvais qu'il écrivait ses emails bizarres, avec beaucoup de petits points et de bonhommes sourires. Je dis pas sérieux. Ouais. C'est pas sérieux. C'est marrant qu'il l'apprenne ici. Non, c'est ça. Puis, mais il a insisté, puis finalement, on s'est rencontrés, puis j'ai vu que il était sérieux, puis qu'il il y avait de l'expérience là-dedans, puis tout ça. Fait que j'ai accepté, mais c'était quand même... Ça a été beaucoup de job de classer les citations, parce que j'en avais comme 2500 là, dans ma collection. Fait que tu les avais littéralement répertoriés. Là. Ouais. C'était pas juste des tapes, ils étaient écrits dans un document. Ils sont toutes sur le site du Sportnographe. OK. Tu peux tout aller les réécouter. OK, les extraits. OK. Ouais.
les plus vieilles, j'ai pas toujours l'extrait, là, mais les plus récentes, j'ai tous les extraits. Donc, j'ai les preuves qu'elles sont authentiques. Et c'est ça, sur le site du pornographe, ils sont toutes là. Il y en a 2000 quelques. Puis donc je les ai toutes sorties là, dans un fichier Excel. Puis je les ai choisi les plus intéressantes, classées en catégories. Puis c'est ça qui était long. Puis après ça, une fois que c'était tout classé en catégories, là, le fun a commencé là, d'écrire les textes puis les petits commentaires pour chacune des citations, parce que c'est pas juste des citations, là. Il y a des petits commentaires taquins pour chacune des citations. Des fois, souligner un peu, parce que des fois, il faut que tu relises 2 fois. C'est pas ça, c'est quoi l'erreur, là? Fait que, des fois, ça l'explique, des fois, ça fait juste un complément pour rire. Puis, c'est ça. Puis, la question que tout le monde se pose quand il y a des livres comme ça, le monde dit « C'est-tu payant écrire des livres? C'est payant? » Mais, tu sais, comment ça fonctionne, le monde littéraire? La plupart du temps, l'auteur a 10% des ventes. OK. Puis le reste? Il y a, je pense, 30% qui va à l'éditeur, puis le reste, c'est distributeur, puis impression. Fait qu'il y a comme... La personne la moins payée, c'est l'auteur. Ouais. On peut dire ça. C'est déprimant. Ouais. Puis, mais moi, j'ai un deal différent. Là, parce que je me suis entendu, c'est ça, avec l'éditeur. Nous, on se partage les profits moitié-moitié. Okay. Fait que ça va être plus que 10%, là, mais c'est juste que si... c'est un livre qui a quand même... il y a un graphisme recherché, puis c'est pas du papier cheap, tout ça, fait qu'il a coûté peut-être un peu plus cher à produire qu'un livre normal, là, mais plus on en vend, plus il y a de profit, plus c'est payant pour moi, mais ça se peut aussi que je fasse pas une scène si on fait pas de profit. Là. Non, c'est ça, à cause des dépenses, mais... Fait que... Parce que c'est ça, c'est comme un monde que personne connaît, j'avais entendu, il s'appelle François Havard, est allé à l'émission avec Sween, c'est Le Coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Non, c'est une autre émission. C'était Télé-Québec. Quelque chose McSween. Il y a le nom dans Oui, l'indice McSween. Et il parlait de quand il avait écrit ses livres, tu sais, puis il parlait des montants. Il disait littéralement les chiffres, là, combien ça se recevait par livre, puis c'était vraiment là, comme... C'était vraiment des petites sommes pour un livre en plus qui avait bien vendu là, dans son cas. Mais là, j'imagine que ça a quand même évolué. Mais la question puis ton running gag à la soirée, c'est de t'acheter un chalet. En tout cas, je sais pas si t'es rendu proche de ton chalet. Je penserais pas. Non, shit. Au moins, tu vas avoir des portes. Tu pourras acheter les portes pour le chalet au Québec. Ouais, mais tu sais, au-delà de tout ça, ce livre-là, même si tu sais, je n'ai pas fait ça pour me mettre riche, mais ça m'a quand même vraiment donné beaucoup de visibilité. Là. Ouais, c'est ça aussi. J'ai été invité dans des entrevues, à faire des entrevues. Ce que avant je faisais moins parce que je suis comme toujours c'est ça. Le gars qui parle pas tant que ça. On m'invite pas en entrevue. Mais c'est comme aussi un cercle vicieux parce que c'est un running gag à la soirée que je parle pas. Fait que là, le monde dit, lui, il parle pas, fait qu'on l'invitera pas. Mais je suis pas si pire que ça. Non, c'est ça. Moi, on m'a dit, tu l'invites. Tu sais, moi, je dis, je vais recevoir Olivier. OK, t'invites-tu quelqu'un avec? Non. Alors, ça va juste être lui. Puis c'était ça un peu, je trouvais l'exercice. Le fun aujourd'hui, c'est comme, non, tu peux pas t'en sortir parce que si tu avec quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas parler le moins tout le temps, tu sais. Ouais, non, mais quand je suis tout seul, c'est pas si pire. Justement, quand je suis avec quelqu'un d'autre, je laisse toujours les autres parler. Ouais. Mais tu as abordé un sujet que c'est drôle parce que je voulais te demander, c'est la question que j'avais hâte de te demander par rapport à justement écrire un livre. À la base, tu es un auteur, là, c'est ça, tu fais écrire des chroniques, c'est ça que tu fais dans la vie. Si tu avais à écrire, parce que là, tu viens d'écrire un livre, mais si tu avais à écrire un livre, parce que ça, tu prends les mots des autres, tu relates les mots des autres dans cet ouvrage-là, si tu avais à utiliser tes propres mots à toi, que ce soit, encore une fois, pas nécessairement relié au sport ou relié au sport, qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire, si tu avais un autre livre à écrire? Ben ouais, comme je disais, peut-être un essai sur les médias sportifs. Toujours drôle, parce que je me prends pas trop au sérieux. Ça me tente pas de... Tu serais pas dans le drame? Non, c'est ça. Ça serait pas ton style. Donc, tu sais, comme là-dedans, c'est surtout des lapsus, mais il y a plein d'autres choses qui se disent dans le monde du sport qui sont intéressantes à parler. Comme? Ben, tu sais, toute l'objectivité des médias, tu sais, comme à l'antichambre, quand il porte un chandail du Canadien. Ouais.
Il y a une thèse, il y a des c'est comme thèses. un autre monde du journalisme Ouais. là, qui n'a pas les mêmes règles que le journalisme normal. Là. Le journaliste sportif a comme sa bulle Ouais. à lui. Là. Ouais. Puis ça, j'aimerais ça parler de ça. Ça, c'est intéressant. Peut-être un jour. Sinon, plus sur les médias en général, les chroniqueurs d'opinion, les animateurs populistes là, que j'aime beaucoup aussi, desquels j'aime beaucoup aussi me moquer. Donc ça pourrait être intéressant aussi, mais tu sais, j'aimerais ça n'importe quoi, là. Peut-être même un roman un jour. Mais c'est ça, un roman, ça serait possible. Ouais? De hockey ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée, là, mais le jour où je vais avoir une idée, OK, probablement que mais sans être dans le drame, on parle de la littérature, là, ça se pourrait. Ouais. Oh, ouais. L'idée est lancée. Puis... Si vous écrivez des emails à Olivier avec des bonhommes sourires, c'est ça. faites votre livre. On sait jamais. Gallimard, peut-être. Oui, c'est ça, Gallimard. Mais tu sais, aussi, comme avec tout ce que j'ai fait à la soirée, tu sais, moi, je garde tous mes textes, puis souvent, Ah oui. là, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est comme les séparer un peu en bits, là, tu sais, comme en petits segments. Les humoristes, là, ouais. Ouais, tu sais, puis là, je me dis, crème, je pourrais faire un show avec ça, mais c'est juste, j'aime pas tant que ça, La scène. faire des shows. Mais, tu sais, ça pourrait être un livre aussi, là, tu sais, je parle beaucoup de, tu sais, ma réalité d'introverti dans un monde médiatique. Il y a plein de trucs drôles à dire là-dessus, fait que peut-être que ça pourrait être aussi un... Parce que des fois, tu te dis voir que je suis en train de faire ce métier-là. Oui, souvent. Ben, moins maintenant, là, mais... Tes parents sont-ils comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tout le monde est là, que c'est ça, cette affaire-là. Ouais, personne n'en revient de ça. On a parlé de toi en début. Tu as joué au hockey. Tu joues encore au hockey, d'ailleurs? Ouais. Des fois, je sais pas, j'étais sur Facebook, je t'ai vu demander des joueurs dans la Ligue de garage. Ouais. T'es quel genre de joueur de hockey? Un attaquant de puissance. Oh! Non, Je savais que t'avais un côté. Ben, tu sais, j'ai toujours été un joueur moyen. Là. J'ai comme joué dans, mettons, au hockey mineur, toujours dans le A. Tu sais, à un moment donné, Bantam, j'ai fait le camp du Bantam 2C, puis je me suis probablement fait commotionner, fait que je n'ai pas vraiment apprécié le contact. Fait que, non, j'ai joué jusqu'à mi-jet A, puis après ça, j'ai arrêté un peu, puis j'ai recommencé dans des ligues de garage, puis j'étais moyen au hockey mineur, mais là, quand tu joues avec des pas bons, t'es meilleur. Fait que là, Ton estime a remonté. Ouais. OK, parfait. Puis, ouais, je pense que là, je suis regardé sur le site de ma ligue, là, puis je suis quand même 1 point par match. Oh, c'est pas peu dire. Mais je suis pas vraiment un marqueur naturel. Non. Je suis plus un passeur. Ah, OK, un playmaker. Ce qui m'a amené, parce que tu en as parlé, tu sais, que t'as des enfants. T'as des gars, je pense. Ouais, 2 gars. C'était celui qui a eu les enfants en premier, là, dans les gars de la soirée. Ah non, Fred en a un plus vieux Ouais. aussi. D'ailleurs, Fred est venu avec son gars à mon show, ce que j'ai trouvé incroyable. Ouais. Ben oui. Absolument incroyable. J'ai Mais, beaucoup aimé ça, d'ailleurs. Ben oui, mais quelqu'un m'a dit qu'il l'avait Ouais. mentionné la semaine d'après. Il a Je vraiment trouve adoré très ça. gentil. Puis Fred, il est assez difficile. Ouais. Ouais. Mais c'est tout à l'heure parce qu'en plus, c'est parce qu'en fait, quand je suis sorti après le spectacle, en sortant de la loge, ça donne dans la salle. Puis je suis arrivé face à face avec Fred. Puis il me dit, ah, allô, en tout cas, bravo, mais c'est parce qu'il n'y a pas le choix de me dire bravo parce qu'on se croise, il peut pas me dire que c'était très mauvais. Là, je me dis, il est peut-être juste poli. Mais, Non, s'il n'avait pas aimé ça, il serait parti pendant. Ouais, c'est ça. Tu l'aurais pas vu. C'est drôle parce que Fred aussi, c'est le genre de gars qui va rire. Mais moi aussi, je suis vraiment de même, mais qui va rire à des endroits où pas tout le monde va rire. Fait que tu sais qui rit ou tu sais qui est là dans ça. Mais non, c'était très gentil de sa part. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je me souviens plus. Mes enfants. Ah oui, c'est tes enfants, parce que ça, Fred a un gars de 13 ans. Mais toi, tu as 2 gars de quel âge? 7 ans et 9 ans. 7 et 9 ans, puis ils jouent au hockey, si j'ai Ouais. pas vu. Fait que là, t'es rendu, ça c'est une autre affaire que je trouve intéressant, t'es rendu dans le rôle parce qu'après avoir joué toi-même au hockey ou avoir couru les arénas, là, tu cours les arénas comme père de joueurs de hockey, comme les papas de hockey. Qu'est-ce que tu trouves de ça? Comment aimes-tu le rôle? Parce qu'il y a quelque chose de, je trouve ça vraiment fascinant, là, les parents puis l'univers du hockey mineur, là. Quelque chose des fois d'un peu traumatisant, tout ça. Mais qu'en est-il de ton expérience? Ben, moi, j'aime assez ça. C'est sûr que c'est assez demandant, là. Surtout que là, les deux, tu sais, avant, ils étaient j'en avais un qui était encore pré-novice, là. Ça veut dire qu'il y avait comme 2 pratiques par semaine, puis c'était toujours à la même heure, là. Il est rendu dans le novice, l'autre il est atome, fait que c'est toujours des horaires qui changent, puis c'est comme 3 fois chacun par semaine. Fait que je suis 6 fois à l'aréna par semaine, ou ma blonde ou moi. Puis... mais tu sais, c'est comme naturel pour moi là, d'être dans un aréna.
J'ai été là toute mon enfance. Mon père, il m'a coaché. Il a coaché mon frère. J'ai 2 frères. Fait que on jouait tous au hockey. Est-ce que tu coacherais ton gars? Non. Ben, je pense que je serais pas bon. Le coach est parti. Ouais, non, c'est ça. Hey, le gars, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, il parle pas assez bien. Je serais pas du genre à casser un bâton dans la chambre, mettons. C'est la poubelle. Accidentellement pilant dessus. Excusez, je voulais pas. Mais je suis pas bon non plus pour expliquer comment faire, tu sais. Comment tu gères ça? Tes enfants, tes gars, ils prennent ça au sérieux? Je sais pas, comme la victoire, la défaite, toutes ces affaires-là, est-ce que... non, pas. Est-ce que vous parlez de ça ou c'est comme non, il n'y a pas de... Pas vraiment. Ils prennent pas ça vraiment au sérieux tant que ça. Là. Ils s'en foutent un peu de perdre ou de gagner. C'est sûr qu'ils sont contents quand ils gagnent, là, mais ça les affecte pas vraiment. Moi, je trouve ça plus... C'est comme le moment, quand je veux voir leur match, c'est comme le moment où j'ai plus d'émotions dans ma vie, je pense. Là. C'est comme je vois ça à la glace, puis là, je vois mon plus vieux. Des fois, je le trouve nonchalant un peu. J'ai envie, tu sais, je gueulerai jamais après, là, mais j'ai envie de dire, ah ouais, Chris, tiens ton bâton solide, mets ton bâton à terre, fais quelque chose, tu sais, mais... Tu comprends plus pourquoi certains parents l'échappent. Ouais, c'est ça, puis tu te sens comme impuissant, parce que tu auras envie d'y texter sur le banc, là, hey... Wake up. Wake up, fais des passes plus solides que ça. Tellement 2.0 comme remarque, texter au banc, comme ça. Pour vrai, il y a probablement son cellulaire, tu sais. Fait que, pour ça, je trouve ça rough, là. J'ai des émotions. Ça m'arrive pas souvent dans ma vie. Toi, t'es assez jeune pour que tes gars vont te rejoindre dans ta ligue de garage éventuellement? Peut-être. Je jouais justement je remplaçais dans une équipe l'année passée qui avait comme un père avec ces 2 gars là, qui jouaient dans l'équipe. Mais, je sais pas si on va se rendre là. Mais... Mon père est plus vieux. Chaque fois que je jouais et il était là, je me disais, mon Dieu, c'est attention. Mon père, tu sais, le genre de monsieur qui joue pas d'épaulettes. il y a des gars qui fassent une crise cardiaque. Des gants Cooper qui montent jusqu'au coude. Là. Comme bon, c'est bon. Le stress. Mais bref, donc, cool. Écoute, ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on jase. Puis, mon Dieu. Je chante ton anxiété. Non, c'est pas vrai. Non, ça s'est bien passé. Vu que les citations drôles, ça arrête jamais. Ce n'est qu'un feu roulant. C'est inépuisable. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'une suite pour un livre à moi? Sûrement, mais tu sais, là-dedans, j'ai pris les meilleurs des 10 dernières années, 13 dernières années. Ouais, plus, ouais. Fait que là, mais tu sais, il y en a que j'ai mis de côté que je sais qu'ils pourraient être dans un 2e livre, mais là, c'est sûr que faut que j'en accumule d'autres d'ici... pour en sortir un volume 2, là, mais... Tu sortiras le volume 2. Quand tes gars vont avoir l'âge de jouer avec toi dans ta ligue de garage, volume 2. Probablement avant. OK. C'est parce que le chalet... En tout cas. Alors, c'est ça. merci beaucoup, Olivier. Puis, merci de l'invitation. Plaisir, puis il n'est pas si gêné, là. Appelez-le. Ouais, c'est ça. Appelez-moi! OK, bye. Merci à Olivier d'être passé au podcast. Allez chercher son livre intitulé « Dans mon livre à moi » dans n'importe quelle bonne librairie. C'est extrêmement comique. C'est un livre qui se laisse parfaitement aux toilettes et qui va vous faire rire sur le trône. C'est un livre qui ramasse les meilleures citations sportives des dernières années. Et c'est pas une question d'aimer le sport, ce livre-là. C'est juste d'aimer rire. Je vous jure, ça vaut vraiment la peine. Il a fait un beau travail de ramasser ça sur les une dizaine de dernières années. Donc, regardez ça. Sinon, vous pouvez toujours écouter Olivier à La soirée est encore jeune, chaque fin de semaine, samedi, dimanche. De 17 à 19h. Il faut même enregistrer à l'émission en direct au bar chez Roger, si vous voulez. Donc, merci Olivier et passez une très belle semaine. OK, bye-bye now, bye.